Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle conférence, toujours en partenariat avec l'AVMPN. Ce soir, je reçois Rebecca Colas qui est venue nous parler de la façon dont elle pratique et surtout de ce en quoi elle peut vous aider dans votre situation difficile, compliquée, de personnes en relation avec des hommes ou des femmes toxiques. Alors d'abord, bonsoir Rebecca. Bonsoir Sylvie. Donc, on est heureuse de vous retrouver pour cette conférence qui sera disponible en replay comme toutes les autres. Et puis, avant de vraiment parler des fleurs de bac en particulier, qui sont le thème de la conférence de ce soir, j'aimerais que Rebecca vous explique pourquoi et comment elle utilise les fleurs de bac dans sa pratique de thérapeute. On avait déjà enregistré une interview ensemble plus longue que vous pouvez voir en replay si vous le voulez. Mais pour ceux qui la découvrent ce soir, je voudrais qu'elle dise un petit mot justement de comment elle travaille et pourquoi avec cet outil-là. Alors, comment je travaille? Moi, j'axe surtout ma pratique sur de la thérapie énergétique. Donc, j'ai une formation de naturopathe et génomiste. Donc, c'est-à-dire qu'on va partir du postulat que le corps humain, enfin l'être humain dans sa globalité, a tous les facteurs naturels de santé à l'intérieur de lui. Il suffit juste parfois de les rééquilibrer. Voilà. Après, effectivement, on peut supplémenter avec des plantes, enfin de la phytothérapie en naturo. Mais de base, il suffit juste d'équilibrer nos facteurs naturels de santé. Donc ça, c'est ma formation de naturopathe. Et en parallèle, en fait, je suis énergéticienne. Donc là, on est vraiment sur de la thérapie énergétique où on peut aller plus gratter à l'intérieur pour dénouer des blocages, des choses qui peuvent être enfouies depuis plus ou moins longtemps, tout dépend. Après, ça peut être juste du rééquilibrage. Voilà, on adapte en fait vraiment en fonction des problématiques. Et les fleurs de bac sont de grandes alliées pour aider en fait à améliorer les émotions, on va dire ça comme ça. Parce que généralement, quand quelque chose pêche, comme on dit, la maladie, c'est le mal à dit. Donc, ça va s'exprimer de manière physique, mais il y a forcément une cause un petit peu plus sous-jacente. Et généralement, ça passe par les émotions. Donc, les fleurs de bac sont un allié formidable pour équilibrer toutes ces petites émotions. Et c'est ce qui nous amène à la conférence de ce soir, au cours de laquelle, justement, Rebecca a choisi de vous parler des fleurs de bac plus en détail. Alors, pour certains d'entre vous, c'est peut-être une découverte. Pour d'autres, peut-être que vous les connaissez au moins de nom, mais sans savoir comment les utiliser. Donc, le but de la conférence, c'est justement de vous expliquer comment on les utilise et surtout en quoi elles peuvent vous être utiles à vous dans les situations que vous traversez et où vous vivez sûrement des émotions pénibles. Et justement, c'est le titre de la conférence, les fleurs de bac sont de grandes alliées émotionnelles. Elles sont là pour nous aider à apaiser nos émotions. Donc, je crois que Rebecca, tu voulais commencer par donner quelques lignes générales un petit peu sur les fleurs de bac. Je pense qu'on peut faire ça, au moins qu'on ait une idée globale de comment ça se présente. Déjà, comment elles ont été introduites au final, comment elles ont été créées, et puis après, peut-être découler, voilà, comment on les prend, comment elles fonctionnent, des choses comme ça. Alors, vas-y, on t'écoute. Comment ont-elles été créées? Alors, eh bien, elles portent le nom du docteur Bach, en fait. Voilà, elles ont été inventées à peu près dans les années 1930 parce que le docteur Bach était un médecin, en fait, il était même chirurgien. Et puis, à un moment donné, bon, il s'est spécialisé en bactériologie, homéopathie. Donc, voilà, fleur de Bach, homéopathie, où on traite en douceur, on va dire ça comme ça. Et à un moment donné, en fait, il s'est aperçu que la médecine, comme elle était pratiquée, ne lui convenait plus parce qu'elle se souciait vraiment trop du corps sans aller chercher les causes. Voilà, on traitait les conséquences, un petit peu ce que fait encore la médecine allopathique de nos jours, mais c'est vrai que c'est bien d'aller chercher les causes. Donc lui, il s'est dit, ça ne me convient plus, il faut aller gratter plus loin. Et en fait, en faisant ses recherches, il s'est rendu compte que quand on traitait l'aspect émotionnel, quand en fait on ne séparait pas le mental du physique, de l'émotionnel, on pouvait vraiment traiter la personne dans son ensemble. Et que d'ailleurs, on ne pouvait pas traiter, qu'un même traitement n'avait pas les mêmes effets sur deux personnes différentes en fonction de son terrain et de ce qu'elle vivait. Donc là, il s'est dit, il y a peut-être quand même des choses à faire. Donc, il a fait ses petites recherches et donc en sont ressorties ces fameuses fleurs de bac. Donc, il y en a 38. Voilà, donc c'est des petites cueillettes de fleurs. Bon, après, il y a tout un procédé de fabrication, on pourra y revenir tout à l'heure. Mais voilà, il a déterminé des familles émotionnelles et il s'est vraiment basé sur ces émotions, en fait. Et il s'est rendu compte que ça guérissait nettement mieux les gens que la médecine, on va dire, traditionnelle axée sur le physique. Parce qu'en plus de ça, il s'est aperçu que les fleurs étaient très proches du système nerveux humain. Donc forcément, ça avait une action vraiment en adéquation avec l'humain, en somme. Donc il a mis au point ces petits remèdes, voilà, et il s'est dit, je vais vraiment traiter l'être humain dans sa globalité.
Parce qu'il s'est dit finalement, quand il y a une mise en péril de cette harmonie chez l'humain, qu'elle soit l'harmonie en fait physique, mentale, corporelle, il s'est dit quelle est la porte d'entrée finalement? C'est toujours le déséquilibre émotionnel. Donc après, oui, il va découler des facteurs et des symptômes physiques, mais c'était le point de départ. Et la vie lui a donné raison, parce que finalement, on se rend compte que c'est effectivement ça aujourd'hui. Voilà, la porte d'entrée, elle est là. Donc, si on s'intéresse vraiment à ces déséquilibres émotionnels, et on se rend compte qu'on peut vraiment rentrer dans la brèche et guérir les choses plus facilement. Alors, une question, pourquoi est-ce qu'il s'est limité à 38 fleurs? Est-ce que c'est parce qu'avec ces 38 fleurs-là, il arrivait à couvrir en fait l'ensemble des émotions qu'il avait besoin de soigner, d'accompagner? Ou est-ce que c'était dans un souci de simplification? Ou est-ce que c'est parce qu'il n'a pas pu en expérimenter plus? J'imagine que c'était déjà des recherches, d'étudier chaque fleur en particulier et comment elle pouvait s'allier avec les autres. Pourquoi 38 en fait? Alors ça, je ne suis pas dans sa tête. Après, peut-être que plus, ça aurait été peut-être trop. Après, je sais qu'il y a d'autres fleurs, notamment les fleurs du bush australien, où voilà, il y en a plus, il y en a une soixantaine, je crois. Mais déjà 38, on est pas mal. Il les a en fait déterminés en 7 familles d'états. Donc il y a en fait le manque d'harmonie au niveau de la peur. Il y a le manque d'intérêt dans le présent. Il y a la famille hypersensibilité aux influences, généralement les influences extérieures. Il y a la famille de l'incertitude et du découragement, la famille de la solitude, la famille de l'abattement et du désespoir, et la dernière, c'est le souci excessif du bien-être d'autrui. Donc, il est parti en fait de ces grandes familles d'états émotionnels, et après, il a regroupé en fait les 38 fleurs à l'intérieur de ces 7 familles. Et là, déjà, on a quand même un panel qui regroupe pas mal d'émotions. Voilà. Donc après, je ne sais pas comment il a effectué ses recherches à l'époque, ça lui appartient. Mais voilà, déjà 38, c'est déjà pas mal quand même. Parce qu'après, si on s'éparpille de trop, des fois les gens ils disent oui, peut-être que là je pourrais rajouter cette fleur-là, là j'ai aussi cette émotion-là. Le trop, c'est comme le pas assez, quoi. Il vaut mieux cibler convenablement et vraiment traiter en profondeur. Et avec 38 fleurs, on a quand même un large panel d'émotions, quoi. Il y avait peut-être aussi le souci, je ne sais pas, hein, tu me corriges si je me trompe, qu'il voulait utiliser des fleurs qu'on pouvait trouver facilement autour de chez nous. À l'époque, il n'y avait pas encore les échanges internationaux comme on a maintenant. Donc peut-être qu'en fait, il s'est dit, il vaut mieux que je cible des fleurs que les gens pourront se procurer facilement plutôt que des fleurs exotiques super loin. Oui. En fait, justement, c'est une de mes questions. Est-ce que dans les 38 fleurs, c'est des fleurs plutôt du continent européen? Ou est-ce qu'il y a des fleurs, je pense aux huiles essentielles, par exemple, ou tu as l'ylang-ylang, tu as des noms comme ça très, très exotiques. Là, j'ai l'impression que dans les fleurs de bac, c'est quand même plus des fleurs qu'on pourrait rencontrer le long de nos chemins, non? Ah mais oui, parce qu'on peut d'ailleurs, quand on est formé pour, hein, bien évidemment, on peut fabriquer nos propres élixirs floraux. Et on peut toutes les trouver. Alors, elles ont différentes périodes. C'est pour ça qu'il y a 2 procédés de fabrication, mais on peut toutes les trouver. Donc voilà, on a la réponse à pourquoi 38. 1, elle couvrait l'ensemble des émotions qu'il avait besoin de couvrir. Et 2, il avait sûrement ce souci pratique de vouloir que les gens puissent se les procurer facilement. Et du coup, ce n'était pas la peine d'aller chercher des fleurs à l'autre bout du monde. Alors, je te laisse poursuivre. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup? Peut-être comment elles fonctionnent en somme. Elles vont vraiment, comme je disais tout à l'heure, elles sont très proches du système nerveux humain. Et en fait, on a un système nerveux électrique, on va dire ça comme ça, nous petits êtres humains. Et du coup, ces fleurs, elles vont permettre de stabiliser les émotions, qu'elles vont s'intégrer en fait, enfin, on va peut-être pas faire un cours de biologie, mais elles vont s'intégrer dans notre système nerveux électrique pour aller l'apaiser. Et ce qui fait que notre corps, lui, il n'aura plus qu'à traiter en fait en découlant de tout ça, juste les symptômes, à apaiser les symptômes en fait, puisque les symptômes découlent en fait de l'émotion. Donc si l'émotion est traitée à la base, le corps n'a plus qu'à traiter le symptôme en disant c'est bon, je m'apaise. Et du coup, ça lui évite ce double travail en fait, d'aller apaiser le mental alors qu'il n'aurait pas forcément les clés. Donc c'est vraiment, voilà, on apaise, on part de la cause, on la traite, et après le corps physique, lui, ça le soulage parce qu'il n'a plus en somme que la moitié du job à faire, quoi, et d'apaiser vraiment ce physique. L'idée, en fait, c'est de changer toutes ces émotions négatives en leur pôle positif. En fait, chaque fleur, elle inverse cette émotion qui est négative pour
la rendre en fait positive. Je pense par exemple à l'impatience. Donc il y a une fleur qui s'appelle impatience avec un S à la fin et non CE. Et ben, elle va traiter, voilà, ramener du calme. Donc on traite l'impatience et on apporte de la tranquillité. C'est toujours d'inverser en fait cette émotion-là. Alors, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, donner de l'impatience à ton téléphone portable qui vibre et enlever le vibreur parce que ça va être désagréable pour les gens qui vont Et c'est marrant écouter en replay. en fait, moi, je ne l'entendais pas. Tu l'entendais? Ah oui, mais je m'entends. Voilà, donc il a fini d'être impatient. Lui, on l'a traité. Bon. Alors, si je reprends ce que tu dis, est-ce que ça veut dire que finalement, quand on éprouve des émotions négatives, c'est quelque chose qui crée des disharmonies, des dérèglements dans notre système électrique et que c'est parce que les fleurs de bac vont aller réharmoniser ce système électrique que, comment dire, de là découle le fait que ça se remette en ordre. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, bon, ça, c'est une vérité quand même, des fois, elle ne fait pas toujours plaisir à entendre, mais notre mental, on n'a pas tendance à l'écouter. Je veux dire, combien de fois on s'est levé le matin en se disant, je suis chafouin, je suis fatiguée, je suis triste, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Je veux dire, d'ailleurs, si tous les matins où on était un peu chafouin, on n'allait pas travailler, ça serait compliqué quand même. Donc, on a tendance à dire, allez, je mets un mouchoir sur ça et j'avance en somme. Par contre, notre corps, lui, quand il s'exprime, on n'a pas le choix. On va toucher du bois, mais je veux dire, quelqu'un qui se casse le pied, à un moment donné, il ne pourra plus avancer. Donc là, c'est le corps qui prend le relais. Donc c'est là où on se rend compte que tout est en adéquation. Et du coup, le corps est obligé de s'exprimer quand on n'a pas écouté le mental. Donc là, en fait, c'est pareil, c'est le même principe. La fleur va apaiser cette émotion. Donc, en fait, tout va découler corporellement, émotionnellement et mentalement. Alors, si on veut prendre des fleurs de bac, est-ce qu'on peut le faire soi-même? Est-ce qu'il faut passer par un ou une thérapeute comme toi qui saura nous conseiller? Ou est-ce qu'on peut y aller un peu de manière expérimentale? Est-ce que c'est dangereux d'y aller de manière expérimentale? Non, alors, c'est pas dangereux parce que les fleurs, il n'y a vraiment aucune contre-indication. Ça, c'est fabuleux. Le seul, en fait, il n'y a pas d'accoutumance. Il n'y a aucune contre-indication avec un quelconque traitement. On les prend, on les arrête. C'est vraiment basique, binaire, quoi. Voilà. Et pour tout type de personnes, les épileptiques, les Alors, schizophrènes. c'est là où donc tu devances le petit bémol que j'allais apporter. Donc évidemment, en fait, il y a une infime quantité d'alcool dans les fleurs. Mais c'est infime, c'est-à-dire que même une femme enceinte ou un enfant, pas un nourrisson, mais peut les prendre. En revanche, épileptiques, schizophrènes, voilà, sous couvert d'un avis médical, et les personnes en sevrage d'alcool. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est très, très dilué, mais Voilà, effectivement… c'est très dilué, mais bon, selon la pathologie, voilà, on ne sait pas le vécu de la personne. Si vraiment elle a eu du mal à se sevrer, on va peut-être éviter quand même. Voilà. Alors, ok, donc je reviens à ma situation de départ. Donc, mettons que j'ai envie, alors j'éprouve une émotion. Alors, je ne sais pas, aujourd'hui, je suis très en colère, par exemple. C'est une situation fictive, hein, je ne suis pas en colère. Au contraire, je suis très contente d'être là avec Rebecca. Donc, je suis très en colère et je me dis, tiens, je me prendrais bien une fleur de bac pour m'aider à apaiser ma colère. Comment je fais? Est-ce que j'ai un guide ou un livre qui peut m'indiquer laquelle prendre? Comment on fait à trouver quelle fleur de bac est adaptée à quelle situation? Alors, des ouvrages, il y en a plein. Comme tous les sujets, en fait, dans le monde entier, on trouve toujours des livres quand on veut s'intéresser à des sujets. Après, c'est important quand même de bien choisir son émisseur. Parce que déjà, on peut les mélanger. Alors, on dit en généralité qu'on peut aller jusqu'à 5 fleurs pour traiter 5 émotions. 5, c'est déjà beaucoup quand même. Après, ça fait beaucoup d'informations pour le corps. Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux aller petit à petit. Si vraiment on n'est pas bien, qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte, bon, on dit 3-4, c'est déjà pas mal. On peut effectivement aller jusqu'à 5. Mais voilà, il faut y aller doucement, quoi. Après, c'est important de faire des bonnes synergies. Donc oui, on peut se débrouiller par soi-même, mais on n'aura peut-être pas le recul nécessaire qu'une personne extérieure ou un thérapeute pourrait avoir. En disant, ben là, vous le ressentez comme ça, mais moi, vous écoutez, je verrai plus celle-ci ou celle-là. Voilà, il y a quand même un apprentissage, il y en a 38, donc il faut quand même faire attention. D'accord. D'être guidé. Pardon? C'est mieux d'être guidé. Oui, c'est sûr, c'est mieux d'être guidé.
Est-ce qu'on peut s'aider, par exemple, des familles que tu as citées? Tu as dit que j'allais dire les huiles, les fleurs de bac étaient classées en différentes familles. Donc, est-ce que, par exemple, en fonction de son émotion ou de son état, on peut se dire, ah ben tiens, c'est plutôt dans cette famille-là qu'il faudrait que j'aille piocher. Et d'ailleurs, est-ce que c'est mieux de mélanger des fleurs d'une même famille ou est-ce qu'on peut aussi les mélanger entre fleurs de familles différentes? On peut toutes les mélanger. Ça, il n'y a pas D'accord. de souci là-dessus. Puis on peut avoir plusieurs familles d'émotions finalement qui rentrent en ligne de compte. Après, effectivement, si on a un doute, on se dit bon, tri sélectif, quoi, l'entonnoir, je pars de la famille et après, une fois que j'ai identifié la grande famille, ben, je m'intéresse aux fleurs qui sont à l'intérieur de cette famille. Et alors, combien de temps il faut les prendre? Par exemple, si tu veux faire un mélange et que tu ne sais pas lesquelles mélanger, est-ce qu'il vaut mieux, par exemple, en prendre une sur un certain temps pour voir si cette fleur-là nous apaise, quitte à en ajouter après une autre? Quelle est la période, en fait, la durée sur laquelle il faut les utiliser? Alors, généralement, c'est des petites flaconnettes qui font à peu près 30 millilitres. Hein. Après, il y a les vraies fleurs de bac, il y en a d'autres, il y a des sous-catégories. Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais généralement, la flaconnette fait à peu près 30 millilitres. Ça fait environ un mois, plus ou moins une semaine, tout dépend en fait la quantité, parce qu'on peut les prendre de manière différente. Comme c'est des fleurs et qu'on est sur de la douceur, vraiment on respecte l'intégrité du corps, l'intégrité de la personne, contrairement à des antidépresseurs ou des anxiolytiques, effectivement, où ça agit quasi instantanément et même pour se sevrer, voilà, il faut y aller doucement. La fleur, du coup, elle va faire son petit travail, son petit bonhomme de chemin, tout en douceur. Donc, il va déjà falloir une bonne quinzaine de jours pour commencer à ressentir les effets. Donc, au bout de 3 semaines, ça y est, c'est mis en place. Là, on le sait et on se dit, bah, effectivement, là, je vais mieux. Je vais peut-être continuer un petit peu, parce qu'il ne faut peut-être pas lâcher s'il y a une petite fébrilité. Ou là, bah, finalement, celle-là ne me va pas, je ne vois pas d'intérêt, je l'enlève. J'en rajoute une autre. C'est très malléable, en fait. Comme il n'y a pas d'accoutumance, on démarre, on arrête. Donc, j'en démarre une semaine après, j'en rajoute une autre, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est déclenché en cours de route, et ainsi de suite. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, on peut comment je pourrais dire ça? Il ne faut pas se décourager si on n'a pas d'effet immédiat. Non, mais il faut le dire parce que si les gens sont habitués à prendre des choses plus fortes, effectivement, ils peuvent se dire ah, ça ne marche pas. Non, en fait, c'est parce que c'est un accompagnement doux, un peu comme avec l'homéopathie ou d'autres outils. Donc, si au bout d'une semaine, par exemple, on n'a pas de résultat, il ne faut pas se dire j'ai pas choisi la bonne ou les fleurs de bac sont nulles. C'est simplement qu'il faut se donner un petit peu de temps pour avoir des effets correspondants à ce qu'on recherche. C'est ça. De toute façon, alors après, bon, moi je pars de ce principe-là, mais on n'a pas d'interrupteur. L'être humain n'a pas d'interrupteur. Et ça, de toute façon, je le dis dans toutes mes thérapies, on n'a pas de bouton, quoi. Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton en disant, bah, tiens, ça y est, j'ai décidé d'aller mieux, ça va mieux. Ça ne marche pas comme ça. Et de toute façon, tout ce qui est, on va dire, entre guillemets, violent, c'est pas bénéfique. Parce que du coup, soit ça fait un tsunami émotionnel, ou un tsunami corporel d'ailleurs. Il y a des choses qui se réveillent, paf, paf, qu'est-ce que je fais, comment je gère. Il y a des thérapies qui se passent comme ça, mais je ne pense pas que ce soit les plus judicieuses parce que le corps a besoin, et d'ailleurs, a besoin d'assimiler les choses tout en douceur. Et c'est ça qui est bien avec les fleurs de bac, c'est que oui, c'est en douceur, effectivement, mais avec la patience, de toute façon, on vient à bout de tout. Et il vaut mieux y aller en douceur, comme ça s'intègre petit à petit et ça prend sa place. Parce que si c'est trop violent, on va dire ça comme ça n'aura pas d'intérêt. D'accord. Alors maintenant, si on revient au public qui regarde cette conférence, qu'est-ce qu'il y aurait comme fleur de bac qui serait toujours dans les grandes lignes, hein, pas de manière personnalisée, qui serait un peu tout terrain pour les personnes qui vivent des relations toxiques? J'imagine que c'est toujours un peu le même type d'émotion qu'on vit dans ces situations-là. Il y a de la peur, il y a de la colère, de la frustration, il y a de la confusion mentale et émotionnelle. Donc, quel serait un petit peu comment dire, ton cocktail phare que tu recommanderais à ces personnes, sachant que effectivement, le mieux, c'est d'avoir un suivi précis, individualisé, du sur-mesure, comme tu le proposes toi en consultation, mais il y a peut-être quand même des recettes un peu générales. Je me souviens que quand on avait fait la vidéo sur comment bien préparer l'hiver, tu avais expliqué qu'il y a quand même des fleurs de bac qui sont plus adaptées pour ça et qui sont un peu tout terrain, justement. Donc là, est-ce que c'est aussi le cas dans le cadre des relations toxiques et de ce qu'elles génèrent en nous? Est-ce qu'il y a des fleurs qui te sembleraient plus indiquées spécifiquement et de façon assez générale?
Oui, alors il y en a une ou deux qui me viendraient, mais tu vas me dire que je suis peut-être une réponse de Gaston, mais encore une fois, il faut vraiment faire du cas par cas. Parce que du coup, il y a une personne qui va peut-être être dans la rumination mentale, voilà, par rapport à ce qu'elle vit, mais qui n'aura peut-être pas forcément de peur, mais qui aura peut-être plus besoin d'une prise d'élan, et une autre qui aura vraiment de la peur, et qui, par exemple, se sentira, comment dire, ou refera les mêmes erreurs, par exemple. Voilà, il y aura un manque de sincérité, mais pas dans le sens pas sincère, mais dans le sens je ne suis pas honnête avec moi-même parce que je ne suis pas en accord avec moi-même. Donc après, c'est vraiment du cas par cas. Après, on peut faire des cocktails, effectivement, en disant, bah, tiens, là, je vais peut-être travailler sur la dépendance, là, je vais travailler sur la peur, là, je vais travailler sur la confiance en soi ou la manière de gérer sa vie, par exemple. Voilà, il faut vraiment faire du cas par cas. Mais après, effectivement, il y a des fleurs, enfin, des élixirs euh, qui sont quand même propices à ce genre de situation. Je pense notamment à tout ce qui est rumination intellectuelle, parce que quand on est dans des situations comme ça tournicote en boucle. Par quel bout je l'attrape je rumine, oui, je ne suis pas bien, mais je n'ai pas de solution. Enfin, donc là, il y a White Chestnut, par exemple. Je pense à celle-ci, parce qu'elle est vraiment bien pour ramener du calme, en fait. Amener le calme des pensées quand il y a une rumination intellectuelle. Après, peut-être aussi pour s'adapter, par exemple, quand il y a une sorte d'influençabilité. Donc là, qui peut se ramener à cette dépendance affective. Ben là, on va dire, il y a Walnut, par exemple, qui va essayer de reprendre son pouvoir personnel, voilà, et s'adapter. Voilà. La culpabilité, typiquement, ça c'est typique de ce genre de situation. Je culpabilise alors que pourtant, hein, c'est pas de mon fait, mais voilà, la personne en face de moi a réussi à inverser la tendance et à me faire culpabiliser. Donc là, je pense à Pine. Voilà, on s'accepte soi-même, on se détache de cette culpabilité. Bon, après, il y en a 38, donc ça fait un large panel. Mais c'est vrai qu'il y en a certaines, en tout cas, qui seraient plus adaptées à ce genre de situation, effectivement. Donc, en fait, toi, tu conseilles vraiment de les prendre en étant de préférence accompagnées, pas parce qu'elles sont dangereuses, mais parce qu'en fait, le rôle du thérapeute est important pour aider à discerner où est le nœud du problème. Comme tu dis, il y a une personne qui peut penser que son problème, c'est la rumination, alors qu'en fait, la rumination, il peut y avoir autre chose derrière, il peut y avoir une angoisse, qu'elle meuble justement en ruminant et en tournant tout le temps en boucle les mêmes trucs. Il peut y avoir, comme tu dis, de la culpabilité. Donc, le rôle du thérapeute, ça va être justement de démonter un peu le mécanisme de la souffrance de la personne qu'elle a en face pour lui donner des outils adaptés, les fleurs de bac adaptées, qui répondent vraiment à sa problématique propre, c'est ça? C'est ça. Surtout que quand on est dans des situations compliquées comme celle-ci, on peut manquer de discernement. C'est pas du tout un jugement, hein, au contraire, on est là dans la bienveillance, mais on est tellement enfermé en fait dans cette situation que du coup on a du mal à prendre de la hauteur sur cette situation et sur soi-même, et du coup c'est bien d'être accompagné. Après, dans tous les cas, c'est pas grave parce que comme je le disais, hein, il y a aucune contre-indication. Enfin, les fleurs ne feront pas de mal. Dans tous les cas, soit elles n'agiront pas, soit voilà, mais ça ne fera pas de mal. Mais c'est quand même mieux de bien les cibler, parce que le but, c'est d'aller mieux. Donc, en fait, au pire, il n'y aura pas d'action, mais du coup, c'est dommage, parce que le but, c'est quand même de mettre en place des choses pour aller bien, quoi. Je reviens à ce que tu disais on est enfermé, et j'ai envie d'ajouter non seulement on est enfermé, mais on n'a plus non plus comment dire, de référence extérieure, hein, parce que, alors, comme tu dis, on est un peu enfermé dans la bulle maléfique que le ou la personne toxique a créée autour de nous. On a perdu ses propres repères puisqu'il nous a complètement lavé le cerveau. Et puis, comme en général, le ou la PN, il a tendance à nous couper de l'extérieur, et donc à des gens qui pourraient nous donner un autre son de cloche et nous aider à y voir clair. On est encore plus enfoncé quelque part dans notre brouillard mental et émotionnel, ce qui fait que le rôle du thérapeute est encore plus crucial parce qu'il va arriver là un peu avec sa lampe torche, un peu comme un phare, hein, pour mettre la lumière où il faut la mettre. Et il y a des grandes chances d'ailleurs que le ou la PN n'apprécie pas que vous soyez allé voir un thérapeute qui vous aide à y voir clair et à démonter ces mécanismes. C'est mieux de ne pas leur dire, d'ailleurs. Oui, Voilà. c'est mieux de ne pas leur dire. Et en t'écoutant, j'avais une autre question aussi qui me venait, que je voulais poser tout à l'heure. Quand tu as dit que ça n'était contre-indiqué pour personne, à part du fait du faible taux d'alcool qu'il y a dedans, est-ce que c'est valable aussi pour les terrains? Parce qu'en naturopathie, par exemple, on doit vraiment beaucoup étudier le terrain de la personne avant de décider si tel ou tel produit est bon pour elle. Est-ce que pour les fleurs de bac, en fait, le terrain est indifférent? Oui, alors là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci.
c'est vraiment voilà, toutes ces pathologies, schizophrénie, comme on disait, épilepsie. Mais sinon, non, après, hormis quand il y a un sevrage d'alcoolisme, il n'y a aucune autre contre-indication. Et vraiment, si après aussi pour des considérations religieuses ou des choses comme ça, hein, il y a des fleurs en fait qui sont élaborées sans alcool. Voilà. D'accord. Comme ça. Mais bon, c'est mieux d'avoir quand même la recette originale, quoi. Et alors, une question tout à fait décalée, parce qu'en fait, je pense qu'ils ne vivent pas de relations toxiques. Est-ce que les fleurs de bac sont aussi adaptées aux animaux? Parce que je sais que tu aimes beaucoup les animaux. Donc, alors, est-ce qu'on peut administrer des fleurs de bac aux animaux? Et donc, quand on dit pour qui, eh ben, les plantes, les petits humains et les animaux, effectivement. Donc, quelques gouttes dans la gamelle du chat ou du chien, dans la gamelle d'eau, et très bien. D'accord. Ouais, c'est valable vraiment pour tout le monde, c'est ça qui est fabuleux. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus, peut-être, sur la façon dont sont fabriquées les fleurs de bac? Oui. De la fleur, en fait, de la plante à la fleur de bac qu'on retrouve dans le flacon, en fait, quelles sont les transformations, les traitements que la plante subit? Alors, donc déjà, elles sont cueillies, hein, on est d'accord. Voilà. Ensuite, alors, il y a plusieurs fleurs, en fait. Il y a celles qui sont vraiment au moment de l'été et il y a celles qui sont plus au moment du début de la saison. Donc, celles qui sont cueillies en été, elles sont traitées par solarisation, c'est-à-dire qu'on les porte à ébullition pour en extraire en fait cette synergie. Et celles qui sont plus du début d'année, en fait, elles sont traitées par ébullition. Voilà, donc elles sont retirées, elles sont traitées par ébullition. Et ensuite, quand on a obtenu ces procédés-là, elles sont retirées de l'eau, les fleurs, elles sont filtrées et donc mélangées en fait à un petit peu d'alcool. Donc généralement, c'est du brandy, voilà, comme ça on saura tout. Et après, elles sont, après le procédé reste déposé, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Mais ensuite, elles sont traitées et puis mises à la vente. Voilà. Et alors, si je continue plus loin dans la chaîne de fabrication, où recommanderais-tu de se procurer des fleurs de bac? Parce que tu parlais des livres, mais j'imagine que les fleurs de bac, on en trouve aussi partout. Quels sont les lieux de ravitaillement les plus fiables, en fait, où on est sûr d'avoir la vraie fleur de bac de bonne qualité? Bon, alors on va éviter Internet. Là, parce que le commerce est important. Non, mais après, dans toutes les herboristeries ou les magasins phytothérapie, etc., un magasin digne de ce nom les aura. Et après, dans certaines parapharmacies désormais, et même quelques pharmacies s'y mettent parce qu'ils se sont rendus compte quand même qu'effectivement, c'était efficace. Donc, c'est bien, ça s'ouvre petit à petit, voilà. Et on les trouve, voilà, dans les grandes parapharmacies. Je ne citerai pas de marque, et certaines pharmacies. Franchement, on les trouve assez facilement. Il faut juste veiller, il y a vraiment les fleurs de bac originelles. Après, il y en a certaines qui sont dérivées. Donc voilà, il faut essayer de faire attention quand même au nom de la fleur et s'assurer qu'elle soit, comment on dirait, efficace certes, mais que ce soit une marque sérieuse, on va dire ça comme ça. Oui, parce qu'en fait, il n'existe pas de, comment dire, de label, un peu comme pour le bio, par exemple, où c'est certifié fleur de bac authentique. Il n'y a pas de… Et, en fait, les vrais de vrais, enfin moi c'est comme ça que je les appelle, ça fait donc des petites flaconnettes ambrées. Hein. Le flacon est toujours ambré parce qu'elles craignent la lumière du jour. Et il y a un petit R. Et en fait, elles sont, il y a des coloris orange, bleu, jaune, rose par rapport en fait aux familles qu'on a évoquées tout à l'heure, les familles d'émotions. Et ça, c'est vraiment les vrais. D'accord. Et alors, ce R, il est sur la boîte en carton ou sur le flacon lui-même? Sur le flacon, en fait, il y a le petit papier qui est un peu beige taupe. Et voilà, il y a le petit R original. Mais en fait, quand on y veille et qu'on a fleur de bac originale, de toute façon, généralement, dans les pharmacies, c'est celle-ci qu'on trouve. D'accord. Après, je dis surtout ça pour Internet, parce que je sais que c'est le fléau du siècle. Hein, voilà. En un clic, on obtient ce qu'on veut. Mais bon, parce que je tiens à mes petits commerçants quand même. Mais normalement, dans les boutiques, on a les vrais de vrais. D'accord. Ok, moi j'ai plus de questions. Si les personnes qui sont présentes veulent poser des questions sur le chat, elles peuvent les déposer. En attendant, est-ce que tu veux nous dire un mot de l'atelier du 16 mai et de ce que tu vas y proposer? En quoi c'est différent de la conférence de ce soir? Disons que là, ce soir, c'était vraiment un aspect général. Voilà comment on les prend. D'ailleurs, on pourra les développer peut-être après. Comment on les prend,
comment elles sont fabriquées, voilà tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui. L'atelier sera plus précis, peut-être vraiment en fonction donc, de la problématique évoquée par rapport à l'association, et après peut-être plus personnel. Les gens pourront me parler, enfin, vont peut-être pas déballer leur vie personnelle dans l'atelier, mais plus ciblé, on va dire. Voilà, peut-être des questions plus personnalisé, oui, c'est le principe un peu de tous les ateliers qu'on fait. Donc déjà, l'atelier est privé, contrairement à la conférence de ce soir qui est publique et qui sera disponible publiquement en replay. Donc l'atelier, si vous voulez déballer, vous pouvez déballer. En général, on n'a pas des gros groupes, donc de toute façon, vous vous retrouvez entre gens qui ont une problématique similaire, puisque vous êtes tous là parce que vous êtes adhérents à VMPN, donc aux prises avec des difficultés quand même similaires. Et effectivement, le but de l'atelier, c'est de permettre à Rebecca de vous proposer des fleurs de bac personnalisées par rapport à votre histoire, à votre problématique, puisqu'elle a expliqué que justement, la même fleur de bac n'est pas adaptée pour les mêmes problématiques ou les mêmes types de personnes. C'est ça. Et puis bon, on reste dans la bienveillance, hein, donc le but, c'est pas que les gens se sentent oppressés, on est vraiment là pour servir. Alors, j'ai une personne sur le chat qui demande, est-ce que les fleurs de bac peuvent traiter un excès de fatigue ou du cholestérol? Alors, la fatigue, oui. Après, effectivement, il va falloir aller chercher pourquoi. Pourquoi on est fatigué? C'est une fatigue émotionnelle, une fatigue physique. De quoi elle découle? Voilà, on va s'assurer qu'il n'y a pas d'autres pathologies quand même, hein, parce qu'on ne se défait jamais d'un avis médical. Hein. Ça, si un jour un naturopathe vous dit ça, il faut partir en courant. Après, le cholestérol, non. Là, par contre, il faut vraiment aller traiter ça de manière plus physique, on va dire. C'est là que c'est très utile d'avoir une thérapeute en fleurs de bac qui est aussi naturopathe, parce que là, je pense que dans ta trousse de naturopathe, tu as des outils pour agir au niveau du cholestérol, non? Oui, mais alors bien que moi, j'essaie quand même de partir de ces facteurs naturels de santé avant d'avoir à supplémenter, quoi. C'est bien que notre corps, en fait, puisse se débrouiller par lui-même. Alors, je ne dis pas, des fois, on a besoin d'une petite béquille, la preuve en est avec les fleurs de bac, mais en fait, dans toute pathologie, sauf si vraiment elle est délétère et avancée, il suffit de rétablir ces facteurs naturels de santé, de remettre notre corps sur le bon chemin, en fait, pour que tout se passe bien. Parce que si on commence à supplémenter, alors ça peut aider, hein, comme je le disais, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. Parce que notre corps, du coup, il ne va pas chercher à travailler par lui-même, il va dire, de toute façon, elle va me l'apporter de manière extérieure, donc pourquoi me fatiguer? Sauf que du coup, ce n'est pas le but. Le but, quand même, c'est que notre corps travaille et fasse, en fait, ces petits réglages lui-même. Donc, en fait, le travail, ce serait d'identifier ce qui a créé le cholestérol dans le corps et comment le corps de lui-même peut… Voilà. Alors, je ne sais pas s'il peut dissoudre le cholestérol, mais en tout cas, arrêter d'en fabriquer ou de dysfonctionner de sorte qu'il ne produise plus de cholestérol, c'est ça? L'idéal, c'est ça. Après, attention, là, on est dans les idéaux, ce n'est pas toujours facile. Après, voir si effectivement on peut l'aider peut-être sur un temps ou faire des petites cures, mais il ne faut pas que ça s'inscrive en fait dans une normalité quotidienne de toute l'année, de toute la vie. Voilà. Oui, sinon après, c'est recréer une forme de dépendance en fait, que ce soit un produit, même s'il est naturel, c'est pas le but non plus d'être, comme tu dis, toute l'année abonné à son médicament son produit anti-cholestérol. Voilà, alors je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que tu veux nous parler de la façon dont se prennent les fleurs de bac? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé. Est-ce qu'on les met dans de l'eau? Comment on les administre en fait? Alors, il y a plusieurs prises possibles. On peut les prendre pures. Voilà, en fait, ça fait des petites pipettes dans les flacons. Donc, on peut mettre quelques gouttes sur la langue. Personnellement, je le déconseille parce que c'est quand même, voilà, il y a un petit peu d'alcool. Ça, la bouche, c'est des muqueuses. Après, ça peut faire des irritations. Donc, ça, à la rigueur, on va le conseiller pour le rescue parce que, effectivement, j'en ai pas parlé. Il y a les 38 fleurs et il y a le rescue. En fait, lui, c'est le remède d'urgence. Voilà, c'est une synergie que le docteur Bach avait créée. Mais ça, c'est vraiment en fait en cas d'angoisse, des choses comme ça. Donc, c'est sur de l'instant. On n'est pas sur du traitement de fond. Donc, moi, je préconise plutôt le traitement de fond parce que la crise d'angoisse, alors c'est très bien, mais il va falloir comprendre pourquoi elle est là. On en revient toujours au même. Donc, on traite plutôt sur le fond. Donc, la prise pure, je la déconseille. Après, l'idéal, c'est la voie interne. Donc, on dilue quelques gouttes dans un petit peu d'eau. Voilà. Donc, ça, on le fait 3-4 fois par jour. Sinon, moi, ce que je préconise, c'est de se prendre une petite bouteille.
Donc, l'idéal, c'est une bouteille isotherme, une gourde, là, comme ça se fait bien. En plus, Une maintenant, gourdinette, comme tu m'avais dit quand j'ai fait Voilà. la séance avec toi. J'ai retenu le mot parce que c'est la première fois qu'on me parlait de la gourdinette. Et j'aime bien mettre des... Tu as vu, je dis les flaconnettes, la bolinette, tu vois, j'aime bien les... Allez, vas-y, Rebecquette. Voilà, c'est des petits sobriquets, c'est mignon. Donc, une petite gourdinette qu'on va remplir d'eau. Et dans cette gourde, en fait, on va mettre nos gouttes le matin. Donc, on en mettra 4-5, voilà, de chaque fleur. Et on va boire cette gourdinette tout au long de la journée. Du coup, d'une, ça permet de faire des économies de fleurs. Plutôt que de mettre 3-4 gouttes à 3 moments différents de la journée, on les met que le matin. Ce qui compte, de toute façon, c'est la synergie, pas la quantité. Et en parallèle, ça permet de bien s'hydrater, parce que c'est important également. Et on va se forcer à boire, enfin, en tout cas pour les gens qui ont peut-être des difficultés à s'hydrater, en se disant il faut que je boive le contenu de ma gourdinette sur la journée. Voilà, parce qu'après, le lendemain, il faut passer à autre chose. Et alors, est-ce qu'on peut, dans la gourdinette, les mélanger avec d'autres choses que de l'eau? Est-ce que ça peut aller dans du jus de fruits, dans de la tisane? Peut-être qu'il ne faut pas que ce soit de l'eau chaude. Dans quel type de liquide on peut le mettre à part l'eau? Tisane, tout ça, on peut. Après, le thé, bah, éviter, quoi, parce que du coup, tout dépend du thé qu'on boit, encore une fois. Le jus de fruits, bah, personnellement, je suis contre. On va éviter d'aller boire du sucre toute la journée. Si on peut éviter, c'est mieux. Donc, l'idéal, c'est vraiment l'eau. Mais bon, après, voilà, une petite tisane ou même l'été, on peut se faire un thé glacé. De toute façon, elles ont très, très peu de goût. Hein. C'est un petit peu amer, mais c'est vraiment léger quand c'est dilué. Voilà, ça se passe très bien. D'accord, mais par exemple, le fait de les mettre dans de l'eau chaude n'annule pas leurs propriétés, comme ça peut être le cas pour d'autres produits. Ah, ok. Et alors, une question bête, est-ce qu'on peut les mettre aussi dans de la nourriture? ah ben on peut. Après, tout est possible. Mais l'idéal, c'est l'eau. Voilà, ça permet de s'hydrater et comme ça, c'est moins dissous en fait dans le bol alimentaire. Voilà. Le mieux, c'est voilà, on le prend. Si on veut prendre dans le petit fond d'eau avant les 3-4 fois par jour, et bien on le fait avant le repas. Et après, on sait qu'il faut éviter de boire en mangeant. Donc, du coup, la gourdinette, on va la boire au long de la journée, mais espacer des repas. Comme ça se dilue moins dans le bol alimentaire. D'accord, donc plusieurs fois par jour, avant les repas, donc ça veut dire à jeun le matin et pas l'estomac trop chargé aux autres repas. Est-ce qu'il y a d'autres... est-ce que par exemple, il faut éviter de les prendre le soir parce que ça peut énerver ou... Non, non, ça craint rien. Au contraire, quand quelqu'un, par exemple, qui va prendre des fleurs contre les angoisses, avant d'aller dormir, c'est judicieux. D'accord. Et est-ce que... non, ça je pense pas. Est-ce qu'on peut les utiliser aussi sur certains points d'acupuncture ou en massage, un peu comme les huiles essentielles, en mettant, je sais pas, sur les paumes? Si? Ça veut dire, parce que là, on était en voie interne et il y a également la voie externe. Donc, par exemple, on peut donc soit se masser, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui a eu une activité prolongée, en fait, il y a olive, donc ça, c'est la fleur qui va permettre de retrouver de l'énergie. Ben, il suffira de diluer quelques gouttes de cet élixir dans une huile végétale, hein, au choix, et de se faire un petit massage. Voilà, comme ça, on se fait du bien et ça passe par voie externe. Ou par exemple, alors ça, c'est bien pour les enfants, si on a des enfants qui rentrent de l'école un petit peu survoltés, et ben, jamais. 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 Qu'est-ce qu'on va faire de ce soir? Eh bien, impatience, typiquement quelques gouttes d'impatience dans l'eau du bain, bien mélangées. Hop, calme et sérénité retrouvée dans la salle de bain. Voilà. Vous avez vu l'effet sur le téléphone, ça a été radical. Il a arrêté de sonner depuis tout à l'heure. Non, mais du coup, tu réponds à mon autre question qui était est-ce qu'on peut les utiliser aussi dans le bain? Donc oui, dans le bain, ça marche aussi. Voilà. Donc même chose, on peut les mélanger à, je sais pas, si c'est cosmétique, sa crème pour le visage, ce qu'on veut. Alors après, sur le visage, il faut quand même faire attention qu'il n'y ait pas un risque d'allergie. On teste quand même avant. Il faut éviter quoi. Visage. Là, l'eau du bain, c'est parfait parce que c'est très bien dilué. Pareil en massage, déjà on met vraiment quelques gouttes et ça reste mélangé à de l'huile végétale. Donc voilà, ça se passe bien. Après, il faut faire attention parce que selon ce qu'il y a dans les cosmétiques aussi, quoi, il y a des interactions parfois qui ne sont pas judicieuses. Et vu qu'il y a de l'alcool, faites le visage, on va éviter. D'accord. En fait, moi, j'ai du mal à différencier les fleurs de bac et les huiles essentielles. Enfin, c'est quoi la différence? C'est au niveau du processus de fabrication? Oui, pas du tout ouais, le même ça. Là, on est vraiment sur de la synergie de fleurs, en fait. C'est de l'extrait de fleurs que les huiles essentielles, c'est pas forcément pour les émotions. Et puis, c'est pareil, c'est pas toléré par tout le monde. C'est le foie, en fait, traite les huiles essentielles. Donc, c'est un autre job, en fait,
que vraiment la fleur, c'est de la douceur, quoi. C'est comme un doudou. C'est un petit doudou voilà. C'est pas du tout le même procédé. D'accord. Donc, tu invites les gens le 16 à te venir chercher des conseils en doudou, c'est ça? Tu vas faire marchande de doudou et de gourdinettes. Si on peut, ça fait du bien dans ce monde de brut, écoute. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les gens qui sont là? Est-ce que vous voulez poser d'autres questions sur le chat à Rebecca avant qu'on arrête la réunion? Ou est-ce qu'elle a tellement bien expliqué que vous n'avez plus de questions? Peut-être tu peux expliquer aussi comment tu travailles avec la VMPN. Finalement, tu n'es pas souvent présente au groupe de parole, donc les gens ne te connaissent pas beaucoup. Comment est-ce que tu as rejoint l'association? Ça fait longtemps? Ça fera un an bientôt, oui. En fait, sur un salon, j'ai rencontré Michel. Et du coup, c'est vrai que moi, il y a longtemps que je voulais intégrer une association. Alors, au départ, moi, j'étais beaucoup pour la cause des femmes. Et puis, du coup, en parlant avec Michel, il me dit, mais attends, il y a une association. Et puis voilà, du coup, ça s'est fait petit à petit. Et C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes parmi celles qui participent au groupe de parole, en tout cas. Et puis comme, moi je sais que c'est mon fer de lance, les émotions, je pense que vous l'avez compris, mais après, bon, chaque thérapie a ses spécificités, mais j'aime beaucoup, moi, aller travailler vraiment à l'intérieur des gens, aller dénouer les blocages, voilà, apaiser tout ça, et travailler sur les émotions, et je pense que là, on est au bon endroit pour ça, quoi. Et est-ce que tu as déjà travaillé avec des personnes qui venaient de la part de la VMPN ou pas encore? Oui, oui. Alors justement, quels sont je ne sais pas s'il y a des émotions ou des schémas récurrents que tu retrouves chez ces personnes-là. Est-ce que vraiment chaque histoire est personnelle ou est-ce qu'il y a un petit peu des grandes lignes qui se dessinent et des situations que finalement tu retrouves un peu à chaque fois et comment ça se passe en fait? Personnel, et puis j'aime pas beaucoup faire des généralités parce que ce serait réducteur et je pense qu'il faut écouter des gens vraiment au cas par cas, mais par contre je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va rentrer en ligne de compte, c'est le vol d'énergie. Moi je suis persuadée de ça et toute cette dépendance affective découle de ce vol d'énergie. Donc l'idée c'est d'aller récupérer son énergie en fait, de couper les mauvais liens, de récupérer toute cette énergie qui nous appartient pour en fait vraiment être cette personne à part entière, quoi, et plus morcelée, et après on reprend notre pouvoir personnel. Et alors ça, on peut le faire juste avec les fleurs de bac ou il faut aussi un accompagnement énergétique? Parce que tu parles de couper les liens, je pense qu'il n'y a pas une fleur de bac qui permet de couper les liens. Ça veut dire qu'il y a un autre travail qui se fait en parallèle en fait. Mais bon, il n'y a pas de baguette magique, mais après, tout va dépendre du degré de l'évolution de ces relations et à quel niveau on est la personne. Mais c'est vrai qu'un accompagnement en parallèle, c'est mieux quand même. On peut vraiment aller. De toute façon, les liens énergétiques, voilà, nous, on peut les couper en soins, et puis on a des petits exercices à donner aux gens, mais je trouve qu'un accompagnement est nécessaire. Bah oui, parce que c'est quand même des situations qui sont très destructrices. Puis il y a des gens qui sont dans cette situation-là depuis des années aussi, donc ça demande du temps avant de retrouver ses repères, de remettre en place le bon fonctionnement quand on a pris l'habitude de fonctionner d'une manière complètement tordue en fait. Donc on parlait tout à l'heure de l'importance du thérapeute dans le discernement du nœud de la problématique, mais il y a aussi ça en fait dans l'apport du thérapeute. Ouais. Alors, Il faut retrouver ce discernement, quoi. Voilà. Oui, et comme on le disait, c'est une des choses qui manque le plus quand on est emberlificoté dans une stratégie de PN parce que, un, on est seul, et deux, on se fait un petit peu marteler, en fait. Alors déjà, ça souffle le chaud et le froid, hein, c'est quelque chose qu'on voit souvent au groupe de parole. C'est d'autant plus difficile de trouver où est la vérité qui va dire un jour une chose et le lendemain son contraire. Et des fois, c'est même dans la même journée qu'on va avoir droit à une chose, son contraire, puis une chose, puis son contraire. Donc, ça souffle le chaud et le froid. Et puis, comme on le disait, on a finalement très peu de repères extérieurs du fait qu'il nous a coupés de l'entourage et des gens bienveillants ou lucides qui, depuis le début, rappelez-vous, nous disaient qu'il n'était pas clair et qu'on aurait mieux fait de ne pas lui faire confiance. Donc, c'est vrai que d'avoir une oreille bienveillante extérieure et lucide dans l'histoire, c'est quand même très utile. Mais comme pour tout le monde, parce que ce n'est pas forcément propre aux victimes, mais on peut tous avoir au cours de notre vie besoin d'un coup de main. Je veux dire, des fois, on est enfermé dans une situation, comme on est esselé, ça tournicote, et en fait, s'il n'y a pas une pensée extérieure, on va rester dans notre marasme intérieur, en fait. Donc, on peut tous avoir besoin d'aide, il n'y a pas de mal à ça, quoi.
Et même sans être complètement perdu dans sa situation, c'est vrai que c'est toujours utile d'avoir le point de vue extérieur de quelqu'un qui n'est pas impliqué dans la situation parce qu'il va la voir différemment, il arrivera peut-être avec d'autres sources, d'autres outils. Combien de fois ça arrive que quelqu'un nous parle d'une situation qui est problématique pour lui ou elle et qu'on lui offre simplement un autre regard sur la situation. Et des fois, ça va suffire en fait à lui montrer où peut-être il était en train de se tromper. Il pensait, alors soit il pensait que c'était lui le coupable, soit il pensait que c'était l'autre. Tous ces jeux de pouvoir aussi, c'est important de pouvoir démêler le vrai du faux, qui manipule qui, c'est très imbriqué en fait, tout ça. Ouais, c'est pour ça que le thérapeute, lui, il permet d'inverser le prisme, voilà, de voir le côté positif des choses et de sortir cette tête de l'eau, quoi, ensemble. Alors, j'ai une autre question sur le chat à propos de la façon dont on peut administrer j'allais encore dire les huiles essentielles, les fleurs de Bach. C'est qu'est-ce que vous pensez d'un pchit au niveau du plexus ou au-dessus de la tête, puisque tu disais qu'on pouvait les prendre en interne, mais aussi en externe en massage. Donc, qu'est-ce que tu penses du pchit? Est-ce que c'est compatible avec la gourdinette? On va faire un lexique spécial pour les émissions avec Rebecca. Suivez-moi pour plus de tutos Becherel. Alors, le pchit, en fait, déjà, normalement, les fleurs, on les trouve en gouttes. Donc après, le pchit, qu'est-ce qu'on y mettrait d'autre? Effectivement, on peut se masser le plexus, oui, ça, pourquoi pas. Après, encore une fois, avec la bonne fleur. Sur le chakra coronal, après, à voir, mais disons qu'il n'y a pas grand intérêt au-dessus de la tête puisque c'est ni externe ni interne finalement. Oui, c'est pas quelque chose comme les huiles essentielles, justement, qu'on peut vaporiser dans une pièce ou diffuser avec un diffuseur. C'est un autre usage, là, en fait. Là, c'est pas volatile comme l'huile essentielle. Il faut vraiment qu'il y ait contact, quoi. Interne ou externe, il faut qu'il y ait contact. D'accord. Alors, d'autres questions sur les pchits, les gourdinettes et d'autres accessoires que vous avez pu voir avec les fleurs de Bach ou sur les émotions et comment elles peuvent vous aider à accompagner vos émotions. Sinon, on va arrêter là. Le temps un petit peu de voir. Si les gens veulent te contacter, Rebecca, pour une séance avec toi, comment ça se passe? Où est-ce qu'ils peuvent trouver tes… en fait, ils ont tes coordonnées dans la liste des thérapeutes de l'AVMPN, c'est ça? Voilà, je suis dans la liste des thérapeutes et puis sinon, on me trouve dans Google normalement. Voilà. D'accord, donc Rebecca Colas. Et toi, de mémoire, mais tu me corriges si je me trompe, tu ne travailles pas à distance, c'est ça? Tu travailles seulement au cabinet? Si, à distance également. Ok, à distance également. Alors, comment tu fais même pour l'énergie? Ah ben oui, en fait, je suis bête. Pour moi, tu as fait une séance d'énergétique à distance. Donc, effectivement, ça fonctionne. Et pour le conseil en fleurs de Bach, en fait, il suffit de pouvoir se parler. Donc, c'est effectivement tout à fait faisable par Zoom ou au téléphone. Après, en visio, c'est vrai que c'est mieux parce que c'est quand même pour la confiance, c'est bien, quoi. Donc, pas pour moi, mais je me dis pour le consultant, c'est bien de voir à qui on a affaire. Après, si les gens ne veulent pas se montrer, on peut faire par téléphone, mais c'est bien en visio. De toute façon, ça reste confidentiel. Comme au cabinet, quoi. Ce qui se passe au cabinet reste au cabinet. Parfait. Alors, écoute, j'ai plus de questions, donc je pense qu'on va arrêter là. De toute façon, on a fait une heure de conférence, donc c'était ce qu'on avait prévu. Donc, on vous donne rendez-vous pour ceux qui veulent venir le 16 mai. C'est un petit peu plus tôt que d'habitude, c'est à 20h, Rebecca? Oui, me semble. L'atelier. Voilà. 20h, 21h. Donc, ça durera seulement 1 heure. C'est un peu plus tôt et un peu plus court que d'habitude, parce que Rebecca est très efficace. Donc… Ah oui, toujours. Bravo, vite. Voilà, et puis donc ce sera donc en privé avec un petit groupe où vous pourrez poser des questions personnalisées par rapport à votre situation et à vos émotions. Ce sera le rôle de Rebecca justement de vous aider à mettre le doigt sur les émotions. Quelquefois, il y en a une qui peut en cacher une autre. On peut croire que le nœud du problème c'est ça, mais en fait non, c'est autre chose qu'il y a derrière. Donc voilà, vous bénéficierez de sa compétence de thérapeute pour vous accompagner dans ce labyrinthe dans lequel vous êtes. Et puis, évidemment, vous pouvez aussi consulter Rebecca pour une séance individuelle. Est-ce que tu fais partie des thérapeutes avec qui la VMPN a mis en place des séances individuelles? Là, j'ai vu qu'il prévoyait de faire ça dans les… Voilà, donc Rebecca fera partie des thérapeutes chez qui vous pourrez avoir droit à des soins à tarif préférentiel. Je crois que la VMPN va vous informer de ça d'ici quelques jours. Ils ont prévu, la première session, c'est quand? C'est mars-avril, je crois.
semble, et qu'il y aura mars, avril et mai, juin, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, oui, c'est ce que j'ai vu. Voilà, et ben alors on vous remercie pour votre présence, pour vos questions. On remercie les personnes qui vont écouter la conférence en replay. Et puis, moi, je vous dis rendez-vous le 16 ou rendez-vous demain si vous venez à l'atelier Retrouver sa valeur avec Nicole Lemoine. Et puis, vous pouvez aussi donc retrouver Rebecca en consultation individuelle si vous voulez la voir rien que pour vous et que vous voulez qu'elle vous prescrive une gourdinette sur mesure. Je savais Ça va rester la gourdinette. Ah oui, ça va rester. Merci à tous. Merci Rebecca. Bonne soirée.